Avec plaisir. Alors, premièrement, comment vous avez atterri en Arabie Saoudite, Monsieur Larguette? J'ai atterri en Arabie Saoudite puisque quand j'ai démissionné de l'Olympique de Marseille, il y avait un ami et collègue que j'ai connu quand j'étais au Maroc, Hervé Renard, a soufflé mon nom à la fédération saoudienne parce qu'il a vu que j'étais libre et que l'Arabie Saoudite cherchait un directeur technique national. Et donc, le contact s'est fait comme ça. Et puis, j'étais parmi un certain nombre de candidats. Et j'ai eu des entretiens avec le président et le secrétaire général. Et donc, on s'est mis d'accord pour s'engager je dirais, avec la fédération. Vous êtes marocain, vous avez travaillé en France, à un moment donné, vous avez même géré l'intérim au niveau de l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Moi, la première question que je vous poserai, Monsieur Larguette, euh, pourquoi on ne voit pas de techniciens d'origine africaine, soit africaine subsaharienne ou africaine du Nord, à la tête des équipes de première, voire de seconde division en France, à quelques exceptions près. Oh, je pense que c'est toujours, je dirais, une question de moment, de circonstances, de bons moments aussi. C'est vrai que ça soit au niveau des directeurs de centre, des éducateurs. Dans les directeurs de centre, il y a eu quand même des garçons comme Abdel Bouazama qui était à Angers. Il y avait aussi Abdel Jadaoui qui était à l'époque à Sochaux et au Havre. Il y a Moussa Bezas qui a été aussi entraîneur. Il y a quand même un certain nombre d'Africains Mais qui il ont. faut se rendre à une certaine évidence, ils sont très peu. Aujourd'hui, quand on regarde la Ligue 1 en France, il n'y en a aucun. Ben, c'est ce que je dis, c'est toujours le moment, c'est toujours les rencontres qu'on peut faire. Et aussi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut démystifier, il faut aussi que nous, on ait confiance en nous, parce que souvent, on se met en retrait par rapport à des projets. Savoir aussi construire sa carrière d'éducateur, même si on a été, moi, j'ai jamais été joueur professionnel ni international, mais bon, j'ai construit, je dirais, ma carrière étape par étape en faisant des formations, en passant par le monde amateur pour grandir. Et aussi, quand on a envie de rentrer dans le monde professionnel, eh ben, il faut faire les bonnes rencontres au bon moment. C'était mon cas. J'ai eu cette chance extraordinaire, c'est d'avoir eu la chance de croiser sur ma route des gens qui m'ont ouvert des portes, sans taper à la porte, en toute honnêteté. Et donc, parce que je croyais en mes capacités, je croyais en ce que je faisais, et surtout, les gens ont cru en moi. Donc, c'est pour ça que j'invite un peu mes compatriotes, je dirais africains et du monde arabe, d'être aussi patients, hein, parce que pour arriver là où je suis, ben, j'ai mis beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'apprentissage, beaucoup d'années je dirais, d'échanges avec des gens qui sont compétents et qui sont sur la place du football professionnel en France depuis des années. Il ne faut pas avoir peur de s'expatrier aussi, aller voir ce qui se passe ailleurs, notamment en Italie, en Espagne, dans différents pays. Donc oui, je peux être Vous d'accord. pouvez encore avoir la chance de pouvoir s'expatrier en Espagne ou en Italie. Oui, mais bon, si on parle que de la France, restons en France. Je pense qu'il faut croire en soi, il faut, il faut bâtir progressivement, je dirais, une carrière si on a envie d'avoir une carrière d'entraîneur au plus haut niveau. Et, et, et donc, euh, et donc, effectivement, c'est aussi s'ouvrir les portes, ne pas attendre que les autres vous ouvrent les portes parfois. Moi, j'ai eu cette chance, on m'a ouvert souvent les portes, mais parfois, il faut provoquer cette chance-là et aller taper aux portes, ne pas avoir peur, surtout quand on a des potentialités, surtout quand on a de la valeur, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Parfois, c'est vrai on attend que les autres nous ouvrent la porte, on attend que les autres nous appellent, mais parfois, malheureusement, eh ben, il faut aller il faut aller de l'avant, il faut aller à taper aux portes pour, pour faire son petit bout de chemin. Je crois que l'Arabie Saoudite, on va dire, aujourd'hui, ils font la une de l'actualité du monde footballistique
avec le recrutement de grandes stars internationales au niveau de leur championnat, à l'image de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez. Est-ce que votre recrutement fait partie de cette politique de développement du football saoudien? Non, non, il y a une ligue professionnelle dont c'est le travail de gérer, c'est comme la Ligue Pro en France. Elle gère le championnat professionnel. C'est elle qui a un directeur technique de la Ligue Pro, mais qui est en charge avec les clubs du recrutement des stars, notamment des grands joueurs comme Kanté, Benzema ou Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, etc. Ou des joueurs comme Bono, comme Saïs, nos compatriotes marocains. Et donc, c'est à eux de le faire. Et moi, j'ai ma responsabilité en tant que directeur technique national, c'est le développement du football, dès la base bien sûr, jusqu'au centre de formation. Les équipes professionnelles et l'équipe professionnelle en elle-même n'est pas dans mon champ d'action. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui a toujours été mon travail, c'est développer à la base les jeunes, c'est développer les entraîneurs, c'est développer les équipes nationales de jeunes. Donc, par contre, le recrutement des stars et des grands joueurs comme les grands entraîneurs, ce n'est pas dans mon champ d'activité. Voilà, vous me tendez le bâton comme passerelle par rapport à la formation. Vous dites que c'est votre domaine d'action. L'équipe nationale du Maroc, les Lions de l'Atlas, ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Vous êtes d'origine marocaine. Est-ce que ça s'applique sur vous? Nul n'est prophète en son pays. Alors que peut-être vous aurez pu prendre en charge la formation au niveau de la Fédération marocaine de football. Le Maroc, il faut savoir que j'ai passé 12 merveilleuses années. D'abord, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je sois appelé par le Palais Royal, notamment Sa Majesté et Monsieur Majidi, qui est son directeur de cabinet, qui m'ont appelé en tant que Marocain ayant une vingtaine d'années d'expérience en France pour monter de toutes pièces l'Académie Mohamed VI de football. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans et puis ça a donné ses fruits parce que sur 57 joueurs avec qui j'ai travaillé pendant ces 7 années, 2 années de construction et de recrutement et 5 années d'entraînement avec les jeunes, il y avait 4 joueurs quand même à la Coupe du Monde. Au Qatar, El Nasseri, Ounahi, Naïf Aguerd et puis le troisième gardien qui était sur le banc de touche, Reda Tsegnauti. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir initier ou réinitier la formation parce que la formation au Maroc battait de l'aile à un moment donné parce qu'elle était excellente à l'époque en formant des joueurs comme El Haddaoui, comme Boudelbala, comme Mzaki. Et à un moment donné, il n'y a plus de joueurs qui sortaient. Et donc, cette académie a permis au Maroc de se remettre dans le projet de la formation. Ensuite, j'ai eu la chance que le président actuel de la fédération ait fait appel à moi une fois que je suis parti de l'académie Mohamed VI de football. Il m'a retenu parce que je devais rentrer en France pour pouvoir re-signer dans un club français. Il m'a retenu pour rester au Maroc, pour être directeur technique national alors que c'était pas mon métier au départ. Et grâce à Jean-Pierre Morland que j'ai pu faire revenir au Maroc pour m'aider de comprendre un petit peu le fonctionnement pendant 5 années. On a construit quelque chose d'extraordinaire. On a travaillé sur la formation de cadre. Walid Regragui, qui est l'entraîneur de l'équipe première, est passé par nos formations, notamment la licence Pro CAF qui a été la première. C'est nous qui l'avons initiée. Les équipes nationales, on a convaincu les top joueurs qui, à l'époque, ne voulaient pas venir jouer avec le Maroc, on les convainc pour venir jouer, comme Mazraoui, comme Hakimi, comme Amrabat, comme Boufal, comme beaucoup de joueurs ont accepté de venir alors qu'ils étaient sollicités par le pays où ils sont nés. Et donc, quand vous dites que nul n'est prophète dans son pays, non, moi j'ai eu la chance d'avoir été appelé par le Palais Royal pour travailler pour mon pays. J'ai eu la chance de diriger la fédération royale marocaine, le département technique, et j'ai passé quand même 12 années dans le football, c'est pas rien. Et donc on a construit quelque chose et le fruit du travail il apparaît aujourd'hui parce que je me suis occupé aussi des féminines. Nous avons les moins de 17 ans, garçons et filles sont qualifiés à la Coupe du Monde. Les garçons
ont gagné le premier match en Coupe du Monde en Indonésie contre le Panama. On a les U23 où il y a pas mal de joueurs aussi que j'ai pu côtoyer, soit dans les équipes nationales pour les binationaux, soit à l'académie. Ils sont qualifiés pour les JO déjà à Paris. Et on a eu les deux équipes nationales, les filles et les hommes, ont quand même ont fait des parcours plus qu'honorables à la Coupe du Monde, puisque les filles, pour la première fois de leur histoire, et le premier pays arabe à participer à une Coupe du Monde et à passer le premier tour. Et l'équipe nationale A, vous avez vu son parcours à la Coupe du Monde au Qatar, à la fois l'entraîneur qui est un produit de ce qu'on a mis en place et les joueurs qu'on a formés et qu'on a aussi accompagnés pour les binationaux. On est arrivé à de très bons résultats. Donc, je pense qu'en tant que Marocain, je suis très heureux d'avoir travaillé ces 12 années, même si à la fin, on n'a pas renouvelé notre collaboration, mais ça, c'est la vie de tout entraîneur. On sait qu'on signe des contrats à durée déterminée. On est content d'y être, mais aussi, il faut pas être aigri ni malheureux de partir. On a été recruté pour faire un travail. Nous l'avons fait en notre âme et conscience. Je pense que les résultats aujourd'hui témoignent de la qualité du travail que l'on a fait pour notre pays. La question qui revient souvent, quelle est, quelles sont les qualités et les défauts des joueurs d'Afrique du Nord? La particularité Le joueur, du Nord. c'est c'est ce que je disais souvent à la fois à Walid Regragui et aussi à Aliou Cissé qui était dans la promotion de la licence ProCAF qu'on a initiée au Maroc. Il y avait aussi Aliou Cissé. Je leur disais que le plus important aujourd'hui, c'est se décomplexer. Déjà, il faut croire en soi. Je pense que le joueur nord-africain, surtout le joueur nord-africain, ne croit pas toujours en lui. Il a toujours ce sentiment d'infériorité, soit par rapport au football subsaharien, mais aussi par rapport au football européen, au sud-américain. Moi, je me suis dit, le jour où on sera décomplexé, qu'on croira en nos valeurs, nous sommes capables d'aller un peu plus loin. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est le sacrifice et le travail. Nous n'avions pas l'habitude, parce que comme on est un peuple qui aime la qualité de vie, on est très technique, on n'a pas envie de travailler trop physiquement. On n'a pas trop envie de travailler tactiquement. On n'aime pas trop défendre, on aime attaquer. Donc, il fallait switcher un petit peu, reformater notre façon de voir les choses et de dire qu'aujourd'hui, pour être professionnel, c'est un métier à part entière et qu'on doit préparer ces professionnels, on doit les préparer pour le très haut niveau. Donc, le très haut niveau demande un travail déjà très jeune pour pouvoir, je dirais, donner une continuité dans le travail pour les garçons, savoir pourquoi on travaille sur le plan athlétique, pourquoi on travaille sur le plan technico-tactique. Donc, tout ça, c'est un apprentissage. Et donc, aujourd'hui, par rapport à votre question, quels sont les points forts, quels sont les points faibles? Les points forts que l'on a, bien sûr, c'est notre technique. Quand on voit les joueurs africains en général ou les nord-africains, eh ben, on a cette qualité technique, ce rapport avec le ballon qui est d'un très très haut niveau. Par contre, le nord-africain par rapport déjà à l'africain subsaharien, sur le plan athlétique, on avait un retard. Donc aujourd'hui, on l'a rattrapé parce qu'on a des joueurs qui sont nés, qui ont grandi en Europe. Aujourd'hui, on a installé la formation, si je parle juste de mon pays, le Maroc, on a mis une formation académique où il y a tous les aspects qui sont travaillés, mentaux, physiques, techniques, tactiques. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de combler, je dirais, ce déficit, ce point qui paraissait un point à travailler. On est en train de le combler et je peux vous dire que nos joueurs, si je prends que ce soit les Marocains, les Algériens ou les Tunisiens qui jouent en Europe, jouent quand même dans des championnats majeurs. Quand on prend Mohamed Salah à Liverpool, quand on prend Mazraoui au Bayern de Munich, quand on prend Hakimi au Paris Saint-Germain, donc quand on prend Ziyech qui était à Chelsea, donc aujourd'hui on a des joueurs qui sont capables de jouer dans des grands championnats. Quand on voit Mahrez qui est à Manchester City, donc ça veut dire qu'aujourd'hui le Nord-Africain n'a plus rien à envier à qui que ce soit. Je sais que vous êtes Marseillais de cœur. Un petit mot sur la situation actuelle de l'Olympique de Marseille.
Par rapport à l'Olympique de Marseille, c'est vrai que je les suis de loin. Je suis très chagriné de la situation parce que c'est un club qui ne vous laisse pas indifférent. C'est un club, quand vous y avez été, vous êtes marqué à jamais parce que c'est un grand club qui a une histoire, qui a un palmarès. Et c'est vrai, ce qui arrive me chagrine énormément. Je souhaite, c'est pas que je pense, mais je souhaite surtout qu'il y ait de la résilience que l'équipe soit capable, parce que même quand j'ai été ou quand j'avais pris l'équipe en charge, on a eu quand même un moment assez difficile. On avait les supporters étaient fâchés avec l'invasion de la commanderie. Un entraîneur qui a jeté l'éponge la veille du match de Lens où j'ai été intronisé entraîneur de l'équipe première, avec un président aussi, Jacques-Henri Hérault, qui est vraiment un bon personnage, qui avait été chahuté même personnellement sur sa vie personnelle. Donc c'est vrai que j'avais eu cette période-là et on a pu rebondir, on a pu se ressaisir. Et j'espère vraiment de tout cœur que avant je veux dire la trêve internationale et la trêve d'hiver, que le club reprenne un petit peu de ses couleurs, reprenne un peu de la vigueur pour aller de l'avant. Vous êtes technicien. Vous pouvez certainement deviner ce qui va arriver. Certains, peut-être, vous pouvez avoir ces paroles parce que, voilà, des fois, il y a des politiquement corrects, mais quand on voit aujourd'hui les prestations de l'Olympique de Marseille, je pense que ça n'augure pas d'un avenir, on va dire, radieux. Moi, je pense que quand on prend les joueurs individuellement, il y a de très bons joueurs. Après, il faut que la mayonnaise prenne. C'est vrai qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu une erreur de casting ou est-ce que on n'a pas été assez patient? Il y a un entraîneur qui vient d'arriver et puis qui repart aussitôt. En plus, vous reprenez l'entraîneur. Vous avez changé pratiquement presque 50% de l'équipe, 60% de l'équipe. Ça montre parfois une instabilité quand vous changez à la fois l'entraîneur qui a une philosophie, une vision. Vous changez des entraîneurs, est-ce qu'ils rentrent ou ils rentrent pas dans la vision de l'entraîneur? Ça peut être problématique. C'est vrai qu'on a eu la chance sur les 2 dernières années que la mayonnaise a prise parce qu'il y avait des entraîneurs qui étaient vraiment des entraîneurs faits pour l'Olympique de Marseille, c'est Sampaoli et puis c'est Tudor. Et ils avaient des joueurs aussi qui étaient faits pour Marseille avec de l'engagement. Je pense à Guendouzi, je pense à Rongier, donc des joueurs qui arrivaient à s'identifier à l'état d'esprit et puis surtout au slogan de l'OM droit au but, avec Sanchez aussi devant. Donc quand vous changez systématiquement les joueurs, faut-il les changer par des gens qui ont l'ADN de l'Olympique de Marseille? Et puis c'est vrai que le changement perpétuel fait qu'on peut tomber parce que les 2 dernières saisons, personne ne s'est plaint parce qu'il y avait des choses, il y avait des choses qui se passaient. Aujourd'hui, le président fait la même chose, c'est-à-dire change l'entraîneur, change les joueurs. Et puis cette année, la mayonnaise ne prend pas. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde se serre les coudes, que ce soit les supporters, le président, l'entraîneur et les joueurs se serrent les coudes pour sortir l'équipe de cette ornière. Et puis aussi que les dirigeants se posent les bonnes questions. Les bonnes questions parce que un club se construit dans la durée. Jamais. À la fois avec les joueurs et avec à la fois avec les joueurs et avec les staffs. Donc voilà. Donc c'est juste le conseil d'un vieux sage pour la pérennité et puis les résultats de l'Olympique de Marseille. Si la situation perdure, il y a une possibilité qu'on vous fasse appel. Non, moi je suis engagé dans un projet qui est immense, dans un projet avec des gens qui sont formidables, que ce soit le président, le secrétaire général et tous les gens qui travaillent autour de nous. Il y a une véritable vision dans un projet. J'ai envie vraiment de donner de ma personne et de ce que je sais faire à ce pays qui me donne cette chance-là de continuer mon métier. Donc voilà. Donc demain, si l'Olympique de Marseille m'appelle, je pense pas que ça soit le moment pour m'appeler, quoi. Puisque vous êtes en Arabie Saoudite, vous suivez certainement avec pertinence la Pro League saoudienne. Si vous avez à faire un comparatif avec les différents championnats européens, vous la classez où exactement?
Non, franchement, je pense que c'est un championnat qui vaut le championnat français de Ligue 1, il vaut le championnat, il vaut le championnat, le championnat espagnol, le championnat italien. Bon, je ne parle pas du championnat hollandais et belge. C'est vraiment quand je vais voir, par exemple, un NAS contre El Hilal, on voit vraiment un match de Champions League. Comment, et même contre Etihad, quand on voit Kanté aujourd'hui qui était en difficulté physiquement à Chelsea, on le voit aujourd'hui à Etihad, on a l'impression de voir un joueur de 20 ans. Il est très impliqué, il y a de l'engagement, il y a vraiment, le niveau est vraiment un niveau très intéressant, un petit peu l'équivalent de ce qu'on voit dans dans les championnats européens. Had, il vient de limoger leur entraîneur. Oui, bah ça c'est le lot de tout club. C'est vrai qu'ils ont été éliminés ils ont été éliminés, ils ont perdu pardon en Champions League hein, contre une équipe irakienne. C'est vrai que ça faisait un petit moment où les résultats étaient un petit peu en dents de scie. Un club qui donne qui met en place un coach de très haut niveau avec des joueurs de haut niveau. Quand les résultats sont pas là, malheureusement, ben, c'est souvent l'entraîneur qui trinque. Bon, c'est la loi de ce milieu. Quand les résultats vous échappent, et ben, le premier fusible, et ben, c'est l'entraîneur. Donc, on le voit à Caen avec Jean-Marc Furlan. On l'a vu aujourd'hui avec bah, beaucoup d'équipes en Europe aussi, hein. Et justement, le championnat, cette Super League saoudienne, est-ce que ça ne pourrait pas être une opportunité pour les entraîneurs de valeur africains de pouvoir peut-être intégrer cette Pro League pour montrer leurs compétences? Oui, bien sûr. Mais bon, montrer leurs compétences, bien sûr. Il faut juste que l'endroit où ils sont. Moi, je sais que des gars comme Walid Regragui ou même il y a eu Pizzo qui est africain du Sud, qui a fait monter l'Ahli, qui était descendu en D2 alors que c'était la première descente, donc il a pu les faire monter. Il a montré ses qualités. Des mecs comme Aliou Cissé avaient les entraîneurs qui ont fait de la performance, qui ont fait des résultats, surtout dans les équipes nationales ou même dans les clubs africains. Bon, je pense toujours à Walid Regragui parce qu'il a gagné la Champions League avec le Wydad et tout ça. Bien sûr, ce sont des entraîneurs qui ont tout à fait leur place dans un championnat comme le championnat de Pro League. Il y a l'Algérien Abdelhak Belchikha qui a remporté Ben le titre africain pour les saisons, puisqu'il est libre actuellement. Exactement. Ben Chira, il y a des entraîneurs tunisiens, il y a des entraîneurs algériens, des entraîneurs africains, des entraîneurs en Égypte, au Sénégal. Il y a vraiment un gros potentiel, effectivement. Alors, si il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va débuter dans quelques semaines, pour vous, spécialistes du football africain, vous verrez lesquelles quatre nations dans le carré final? Bah, écoutez, dans le carré final, bah, je vois des pays comme le Sénégal, bien sûr, comme le Maroc, comme l'Algérie. Ce sont des équipes qui ont tout à fait le potentiel pour y être. Après, bon, le Cameroun, il faut voir dans quel état ils sont. Mais il y aura toujours dans ces Coupes d'Afrique, toujours un invité surprise. Pour moi, le carré final on devrait voir quand même. Ça dépend s'ils ne se rencontrent pas, bien sûr, avant. J'ai pas vu encore bien le calendrier puis le tirage au sort par rapport aux différents groupes. Mais je pense que le Maroc a sa place, que le Sénégal a sa place, la, la- comment la Côte d'Ivoire a sa place, l'Algérie a sa place. Donc voilà. Donc pour moi, il y a la place pour ces équipes-là. Après, vous savez une coupe d'Afrique est quelque chose d'incomparable avec la Coupe du Monde. C'est extrêmement exigeant. Il y a beaucoup d'engagement. Mentalement, il faut être très fort mentalement. Et donc, des équipes qui ont montré de belles qualités, comme l'Algérie sur la dernière Coupe d'Afrique, ou bien le Maroc en Coupe du Monde, ou même le Sénégal qui a fait un petit parcours très honorable en Coupe du Monde. Je pense que ce sont des équipes qui vont être attendues au tournant.
Et donc n'importe quelle équipe a envie de faire l'exploit, de gagner contre le Maroc parce qu'ils vont battre le quatrième du dernier mondial, battre le Sénégal, qui est quand même une équipe avec des joueurs confirmés, des grands joueurs, battre l'Algérie qui a vraiment un potentiel énorme. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une incertitude par rapport au carré final. Il y aura toujours une ou deux équipes surprises. Je pense avoir une petite information, vous allez me confirmer. Il y a quelques années en arrière, vous avez été sollicité par la Fédération algérienne de football pour prendre la DTN. C'était juste des personnes qui m'avaient appelé pour me dire que le poste était vacant. À l'époque, j'étais déjà en place au Maroc et après à Marseille, donc il y avait pas. J'avais dit quand je m'engageais dans un projet, bah, je pensais pas à un projet, un autre projet. Donc j'avais pas, on n'avait pas plus discuté et aller plus loin, voilà. Alors, En plus, en plus, à la tête de la DTN, il y avait des collègues que je connaissais très bien, qui étaient vraiment des gens très professionnels, des gens qui avaient besoin encore de données. Donc, quand j'ai des collègues que j'apprécie, j'aime pas trop aller marcher sur leur plate-bande. mais vous confirmez les contacts. Oui, oui, il y avait eu des contacts, mais ça fait bien longtemps. Donc, oui. Dernière question pour vous. Qui serait le ballon d'or africain cette année? Ben, pour moi, le ballon d'or africain, ben, je vois, euh, honnêtement, on va voir moi, j'ai un garçon que j'aime beaucoup, qui fait quand même de la performance quand il est avec son équipe nationale et aussi en club. Même si la saison dernière, c'était un petit peu difficile pour lui, mais parce qu'il est encore, en plus, il est encore jeune. Pour moi, il y a Achraf Hakimi, qui est un poste en plus de ça, qui est très rare, un poste de latéral droit, qui est capable de défendre, qui est capable d'attaquer, qui est capable de marquer, qui est pas capable de donner des ballons de but. C'est vraiment le latéral moderne que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui au Ensuite, il y a monde, hein. un autre joueur qui m'a beaucoup fasciné quand il était à Lens, c'est Seko Fofana. Seko Fofana m'a vraiment ébloui pendant 2 saisons exceptionnelles avec le Racing Club de Lens. Même si avec l'équipe nationale, la performance n'a pas été constante, mais j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur qui se sacrifie pour l'équipe. Donc voilà. J'aimerais bien voir ces joueurs-là dans la shortlist finale. Merci beaucoup, Monsieur Nasser Larguet. On vous souhaite plein Merci. de belles choses et à très bientôt. À bientôt. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Merci.